RCF. Bonjour à tous, la reconversion professionnelle a aujourd'hui le vent en poupe. Elle qui était autrefois considérée comme un échec est désormais perçue comme une prise de conscience, un nouveau départ, un choix courageux et parfois même admiré pour reprendre sa vie en main. 56% des actifs ont déjà changé d'orientation professionnelle et parmi ceux qui n'ont pas encore tenté l'expérience, 35% se disent prêts à oser franchir le pas. Alors ce matin sur RCF, on va défricher pour vous la route de la reconversion professionnelle, quelles en sont les différentes étapes, quels sont les efforts et les prises de risques qui vous attendent, quelles sont les questions à se poser, quelle que soit votre situation et vos projets. Notre invité jusqu'à 11h, c'est vous Mireille Garola, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs, comment allez-vous ? Merci de revenir nous voir, je vais très bien et je suis très heureux surtout de vous retrouver ce matin sur l'antenne de RCF. Vous étiez déjà passé nous voir pour évoquer ce même thème il y a quelques mois, quelques petites années et puis les auditeurs étaient tellement contents de vous entendre, d'oser justement croire avec vous à ce rêve de changer de vie professionnelle qu'on a décidé ce matin de vous réinviter. En plus c'est le mois de janvier, c'est vraiment le bon moment pour prendre des bonnes résolutions et pour prendre un nouveau départ. Je rappelle donc ce livre qui s'appelle Changer de vie professionnelle aux éditions Erol. Et puis, vous êtes quant à vous la directrice du cabinet Groupe 3C. C'est un cabinet de conseil en ressources humaines pour les particuliers et les entreprises. Vous avez déjà changé de vie professionnelle plusieurs fois, vous, Mireille Garola, si je dis pas de bêtises. J'ai changé de vie professionnelle 4 fois, justement. 4 fois. Et c'est ça qui m'a amenée à faire ce métier, en faire mon métier, parce que j'ai trouvé que la façon dont on nous expliquait le choix de nos études, où on nous accompagnait au fur et à mesure de notre carrière, était tout sauf évidente dans un monde qui bougeait de plus en plus. C'était les façons de faire d'il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner de la même façon. Donc aujourd'hui, on est quasiment sûr et certain que quand on démarre sa vie professionnelle, on va changer de cap une ou plusieurs fois. Je suis pas sûre qu'on soit certain de changer de cap, mais je pense qu'il faut se préparer à changer de cap et que ça permet peut-être d'aborder la situation dans laquelle on se trouve avec plus de sérénité pour avoir toujours au minimum 1 ou 2 ou 3 options ouvertes. Ça, c'est la condition de sérénité de départ. Après, à partir du moment où on a ouvert différentes portes et où on s'est ouvert différentes possibilités, il est possible de faire des choix et de façon beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a des situations typiques qui conduisent justement à ce changement de vie professionnelle ? Parce qu'on parlait d'échecs tout à l'heure, mais il y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein de situations qui étaient les situations d'avant, je dirais. Puis maintenant, il y en a des nouvelles qui se rajoutent. Les situations d'avant, c'est pour les femmes, c'était très simple. C'était en général les premiers enfants qui forcent quand même à faire certains choix. Les départs à l'expatriation d'un des conjoints, donc ça c'est femme ou homme. Les retours d'expatriation. Et puis maintenant, il y a le changement de business model de plus en plus et le changement de conditions économiques. Et l'âge, qui est de plus en plus un phénomène compliqué, parce qu'à partir de, 35, 40, 45 ou 50 ans, en fonction des business models dans lesquels vous êtes et en fonction de la façon dont vous avez performé dans votre entreprise, on peut être amené à vous considérer comme trop cher ou trop âgé. Et ça, c'est une nouvelle problématique. De façon générale, quel est le profil, psychologique des gens qui réussissent justement leur changement de vie professionnelle ? Ce sont les gens qui ne s'appuient pas sur des certitudes et ce sont les gens qui ont le plus de facilité à se remettre en question. Donc bizarrement, quelqu'un qui a eu une vie professionnelle extrêmement satisfaisante et très successful, diraient nos amis américains, pendant 20 ou 25 ans est probablement la personne qui est le moins apte à se remettre en cause et donc à rebondir de façon sereine. Comment donc ça c'est un message d'espoir pour tous les autres. Oui, bien sûr, on a bien compris. Est-ce qu'il y a un âge finalement où on constate justement que les gens sont plus enclins à changer de vie professionnelle ? Alors, si vous m'aviez posé cette question il y a 1 an, quand on s'est vu à peu près, je l'ai fait, je crois, en plus. Oui, je vous aurais répondu 45 ans, c'est l'âge standard. Oui. 45 ans, c'est entre 40 et 50. Mais en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que le modèle a complètement explosé aussi. J'ai des gens de 60 ans qui viennent me voir en disant « je veux réussir mes dernières années professionnelles et où je veux réussir une retraite réussie ». Et j'ai des gens de 20 ans ou 25 ou 27 qui viennent me voir en disant « je ne sais pas
comment réussir ma vie professionnelle, où j'ai l'impression que je me suis engagée sur un terrain qui ne me convient pas, et en fait, j'ai besoin de me reconvertir. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. Mireille Garola, dans ce livre qui s'appelle Changer de vie professionnelle et qui est paru chez Erol, vous nous donnez justement les outils qui vont permettre de réussir ce changement de cap. Pour commencer, vous conseillez évidemment d'essayer de dessiner justement ce à quoi on va se destiner. Comment est-ce qu'on va pouvoir dessiner, se projeter justement dans le futur et trouver sa voie ? En fait, c'est quelque chose qui est à la fois très facile et très difficile à faire. Très difficile à faire parce que c'est un exercice auquel nous ne sommes pas habitués. Dans nos études, dans nos fonctions, on nous demande rarement ce qu'on a envie de faire. On nous dit on aurait besoin de ça et voilà ce qu'il faut faire. C'est l'envie versus le devoir. Donc c'est quelque chose qui quelque part nous choque un peu. D'un autre côté, si vous reprenez le problème à la base, se projeter et savoir ce dont on a envie, c'est quelque chose de très simple. Alors j'ai des exercices bien sûr dans mon livre que je pourrais commenter plus tard, oui. Mais c'est avant tout des exercices de créativité. Et une fois que vous avez laissé libre cours à votre créativité, des exercices d'arbitrage. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher ce que vous devez faire ou ce qu'il est bien de faire ou ce qu'on vous a dit de faire, c'est tout simplement qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous donne envie de quelque chose, c'est la notion d'appétence. Et à partir de là, il est très facile de dire j'ai envie de ça. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Alors un exemple d'exercice de créativité par exemple. Un exemple d'exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est très très simple, c'est de dire qu'en fait, les conditions d'exercice de votre job sont aussi importantes que les tâches que vous y faites. Et les conditions d'exercice, c'est qu'est-ce que vous allez faire comme verbe d'action dans une journée, ou qu'est-ce que vous allez faire comme verbe d'action dans une semaine, ou qu'est-ce que vous allez faire comme verbe d'action dans un mois. Par exemple, si ce que vous aimez, c'est analyser, c'est écrire, c'est chercher, c'est mettre en forme, ça va pas du tout être le même type de métier que vous allez rechercher. Que si vos verbes d'action sont en fait j'aime rencontrer des gens, j'aime discuter, j'aime les emmener quelque part, et l'idée c'est que pour un job de généraliste ou pour un job n'importe lequel, il va falloir être très très vigilant sur la façon dont vous allez le faire. Et si votre appétence c'est d'être avec des gens, de travailler avec des gens, de discuter avec des gens, si vous vous retrouvez dans un poste où on va vous mettre dans un bureau à faire des analyses et peut-être avoir des gens une fois par semaine ou une fois par jour, vous allez être excessivement malheureux. Donc la notion d'appétence, c'est comment est-ce que vous aimez passer vos journées. Donc les verbes d'action, c'est un bon exercice. Les verbes d'action, c'est un excellent exercice. Alors ça, c'est l'exercice de créativité. Et ensuite, vous parliez d'exercice d'arbitrage pour prendre la décision. Exactement. Une fois que vous avez décidé quels sont les verbes, par exemple, que vous aimez faire, quelle est votre semaine idéale, comment vous voudriez la passer? Est-ce que vous voulez la passer dans un bureau? Est-ce que vous voulez la passer à l'extérieur? Est-ce que vous avez besoin de voyager? Est-ce que vous avez besoin de voir des clients? Une fois que vous avez ça, bien sûr, le job idéal, c'est pas forcément, c'est quelque chose qu'il faut définir, mais vous n'allez pas forcément tomber dessus demain matin. Ou alors il va vous falloir plusieurs étapes pour le construire. Et donc, une fois que vous aurez déterminé une sorte de salade bar de tout ce que vous voulez avoir dans votre job, et là vous ne vous limitez absolument pas. Oui. Le deuxième exercice, c'est de dire, en fait, qu'est-ce que je veux plus? Si je veux ça, plus ça, plus ça, plus ça, dans quel ordre je le veux? Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est un peu comme si vous étiez un artiste devant une table de mixage de musique. Vous pouvez décider de vouloir avoir tous les types de mixage, mais vous pouvez pas avoir ces mixages à 10 en même temps, au même moment. Le mixage, on explique, c'est quand on a une partition musicale, on décide de mettre tel ou tel instrument plus en avant ou plus en retrait, en fait. Exactement. Si vous mettez tous les instruments en avant, vous avez une superbe cacophonie. Par contre, vous pouvez décider que votre musique sera plutôt douce au départ, donc vous allez privilégier certains instruments, ou vous pouvez décider qu'elle sera plutôt forte à d'autres moments. Et en fait, c'est ça ce que j'appelle l'arbitrage, c'est la préférence de ce que vous allez mettre en avant à un moment donné. Alors voilà, exercice de création, exercice d'arbitrage. Et puis alors évidemment, il y a ce dont on rêve, Mireille Garola, mais il y a aussi les compétences qu'on a en nous. Vous parlez du savoir-faire dans votre livre qu'il faut apprendre à évaluer, puis vous parlez aussi du savoir-être. Qu'est-ce que c'est que le savoir-être ?
Le savoir-être, c'est ce qui va vous permettre, quand vous avez un certain type de compétences ou quand vous êtes assez proche de pouvoir les acquérir, c'est ce qui va faire toute la différence entre quelqu'un qui sera pris dans un poste et quelqu'un qui ne sera pas pris. Parce qu'à partir du moment, sur un marché qui est un marché d'offres comme aujourd'hui, où il y a plein de gens qui cherchent à retrouver un job ou qui cherchent à monter une boîte ou qui cherchent à reprendre une boîte, ce qui va faire réellement la différence aux derniers entretiens, ça va être l'envie que le recruteur aura de travailler avec vous. Et donc, le binôme qu'il va former avec vous ou ce que vous allez pouvoir lui apporter. Et ça, c'est 100% du savoir-être. C'est de savoir être d'abord à l'écoute de qui il est et de son besoin, et ensuite pouvoir analyser, vous, comment vous allez pouvoir lui apporter ce qu'il vous demande, ou peut-être ce qu'il n'a pas encore déterminé qu'il pouvait vous demander, ou qu'il ne sait pas comment vous demander, et que vous allez pouvoir interpréter à sa place. Donc justement, et si vous arrivez à faire ça, oui. vous passez devant absolument tous les autres candidats lors d'une prise lors d'un entretien. Donc voilà, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, non seulement bien sûr de se projeter, de dessiner son rêve, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi d'être capable de mettre ça en corrélation avec ses savoir-faire et puis le savoir-être que vous venez de nous expliquer. Ça veut dire qu'il faut essayer de se regarder avec bienveillance finalement ? Ça veut dire qu'il faut avant tout se regarder avec bienveillance. Parce que tous les gens qui sont en reconversion professionnelle, ce sont des gens qui, quelque part, ne sont pas bien ou n'ont pas été bien dans la position où ils étaient. Donc ça veut dire que des erreurs, ils en ont fait, ou des mal-être, ils en ont eu. Si vous ne vous regardez pas avec bienveillance, vous allez vous culpabiliser, ça c'est très très à la mode et on a tous été élevés là-dedans, et vous allez vous dire que c'est votre faute et qu'il faut que vous travailliez plus, ou il faut que vous travailliez plus dur, ou il faut que vous ne soyez pas comme ceci ou pas comme cela. Et en fait, une reconversion réussie, c'est très exactement l'inverse. C'est quelque chose qui ne doit pas se passer dans la souffrance ou la condamnation ou le jugement. C'est quelque chose qui doit se passer dans le plaisir, dans l'appétence et dans la recherche de votre vérité. Et dans la recherche de votre vérité, c'est d'abord je m'aime tel que je suis. Parce que si vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes, vous n'aurez absolument aucune chance de convaincre votre futur employeur que vous êtes aimable. Et donc lui ne vous prendra pas non plus. Au standard de RCF, nous avons Caroline qui nous écoute du côté de Lyon, qui voulait témoigner justement. Elle est en train d'envisager de changer de métier. Caroline, bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Voilà, donc moi je suis graphiste de formation, j'étais très contente dans mes études, je ne remets pas tout ça en cause. J'ai travaillé 6 ans en entreprise et après 5 ans je me suis mis en freelance à mon compte pour des raisons personnelles. Donc ça s'est très bien passé. Je suis partie 8 ans à l'étranger dans des pays très différents, notamment au Maroc. Et après j'ai travaillé, donc au Maroc j'ai fait beaucoup d'humanitaire, j'ai travaillé dans des associations où j'ai pu faire maintenant ma créativité au service des autres, mais surtout travailler avec les autres. Et retour, là, on vient de rentrer, j'ai pas du tout envie de me retrouver derrière mon ordinateur à chercher mes clients, parce que d'abord j'ai perdu tout mon réseau. Et puis donc voilà, j'avais envie de mettre assistante dentaire en fait, pour que ce soit très près des autres, et puis que ce soit très varié, quoi. J'ai aussi bien un peu d'administratif que du contact client, voilà. Donc je veux savoir un peu quelles sont les démarches, comment il faut que je passe, est-ce qu'il faut que je prenne la NPE, est-ce que j'ai droit à des aides parce qu'il y a une formation de 18 mois, je me suis renseignée, voilà. Alors, Mireille Garola, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, d'abord, merci pour votre témoignage parce que ça vient exactement en illustration de ce dont on avait parlé dans la première partie. Vous avez eu 2 vies que vous avez faites de façon très différente et que vous avez aimé l'une et l'autre, je crois. La première, votre vie de graphiste, et la deuxième, votre vie en expatriation, en humanitaire. Donc vous en seriez à votre 3e vie professionnelle. Cette vie, c'est à vous d'essayer. Alors il y a plein d'aides effectivement pour y arriver, mais l'idée c'est vous pouvez faire quelque chose qui soit un véritable creuset des 2 exercices de vie que vous avez eus, dont j'ai entendu qu'ils vous avaient plu d'une façon ou d'une autre. Assistante dentaire, pourquoi pas ? Parce que ça vous mettrait au contact des autres, ce que vous avez vu dans l'humanitaire, et ça vous permettrait aussi peut-être d'avoir du temps pour vous, pour faire d'autres choses ensuite. Quel est votre statut face à Pôle emploi et face à ce que vous avez fait pendant ces dernières années ?
j'étais auto-entrepreneur, mais non, depuis que je suis rentrée en tête, on est rentré cet été. Donc, mon mari travaille, on a des enfants ados maintenant. Non, je suis sans emploi. Enfin, je coche tout le temps sans emploi, en fait. Mais en fait, j'ai pensé à assistante dentaire parce que la formation est courte, mais c'est vrai que si ça pouvait être plus humain encore, là, je me dis que j'ai regardé, il y a une formation de 18 mois, bon, ça a l'air un peu abordable. Et puis, je me dis, bon, j'ai encore 15 ans à travailler, et puis il le faut, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai travaillé pour des anciens lépreux, j'ai travaillé pour des brodeuses au Maroc. Enfin, j'ai fait plein de choses très encore plus humains, je dirais, que l'assistante dentaire qui est un peu mais c'est déjà une profession de soins. Voilà, mais c'est vrai que ça m'a bouleversée, ça m'a transformée. Et maintenant, j'ai plus envie d'être derrière mon ordinateur et chercher pour faire des logos et tout ça. J'en fais toujours en bénévolat parce que voilà, je garde comme ça un œil graphique, mais ça reste maintenant une vie. Je pourrais faire du bénévolat parce qu'il y a plein de gens qui ont dans le besoin, mais je me dis qu'il faut quand même que je fasse quelque chose pour gagner notre croûte aussi, quoi. Oui, puis c'est important pour l'image de soi. On est dans une société où quand on ne travaille pas, c'est pas forcément superbement valorisé. Est-ce que vous avez fait le tour des métiers que vous pourriez imaginer faire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu juste comme ça, assistante dentaire? C'est par rapport à des raisons personnelles, familiales, mais personnelles plutôt. Mais je vous dis, moi je pourrais travailler plus dans l'humanitaire, encore plus prêche, mais je ne peux pas passer le cap du bénévolat, quoi. Je comprends très bien. Logistique dans les trucs populaires ou je sais pas quoi, encore plus proche des gens en difficulté, parce que je trouve que c'est une immense richesse de travailler avec ces gens-là, et de donner du temps, mais je voudrais quand même financièrement qu'il y ait un retour. Bien sûr. Donc ça peut être autre chose en fait, mais là je me dis bon, il y a une formation de 18 mois, c'est un peu, je peux me remettre aux études, ça sera très bien pour le cerveau. Ce que je peux vous proposer peut-être de faire comme démarche, c'est d'aller voir sur la zone où vous habitez, si vous pouvez rencontrer des dentistes ou des assistantes dentaires et leur demander comment ça se passe, s'ils recrutent actuellement et quel est l'avenir ou comment ils se sentent dans ce métier en termes de place. Parce que si vous devez faire une formation de 18 mois, ce qui est quand même quelque chose de relativement long, je ne sais pas si c'est une formation qui coûte cher ou qui ne coûte pas cher, vous allez de toute façon investir beaucoup de temps. Et la chose qui est importante à mon avis, c'est de voir si vous aurez un rendement sur cet investissement du temps que vous allez mettre. Alors j'ai déjà fait la démarche, j'ai demandé un truc, je lui ai dit voilà, dans 2 ans j'ai 50 ans, est-ce que c'est des gens que vous recrutez par rapport à mon statut? Ils m'ont dit oui, parce que vous avez plus d'enfants en bas âge et que vous avez une certaine, entre guillemets, une certaine sagesse. Bien sûr. Qui fait que, voilà. Donc ça n'avait pas du tout l'air d'un frein que j'arriverais sur le marché du travail à 50 ans et que je me disais ça pourrait faire l'intérim au début, voir si vraiment... Oui, bien sûr, j'ai l'intention de contacter un dentiste et me faire, comme j'avais fait un CAP, pas un CAP, j'avais fait quelque chose de, auditeur libre, je sais pas comment dire, pour voir un peu... Oui, tout à fait, auditeur libre. J'essaie de débrouiller pour trouver, j'ai bien trouvé quelqu'un qui va bien vouloir me prendre en étant discrète, mais pour voir si ça correspond un peu à mes... Bien sûr, je vais faire un peu comme les enfants font en 3e, un stage de... C'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça ce que je veux faire. C'est un stage et pour voir d'abord si ça vous plaît et ensuite surtout s'il y a des débouchés et si ça va être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir trouver un emploi ensuite. D'accord, mais c'est vrai que je me dis c'est ça, pour l'instant c'est ça, mais est-ce qu'il y a pas d'autres métiers de quitter complètement la créa, ça me perturbe un peu, mais est-ce que voilà, c'est vrai, par exemple, il y a 10 ans, j'ai fait le logo pour la paroisse, ça j'ai fait bénévolement et tout, ça correspond un peu à, je veux dire, ma philosophie personnelle, et puis voilà, si je pouvais faire un mélange un peu plus proche de mon premier domaine, ce serait encore mieux, quoi. Mais ça, je sais pas comment tirer le fil. En fait, pour tirer les fils, il faut commencer à discuter autour de vous et voir quels seraient les besoins des gens. Alors effectivement, une des pistes à regarder, c'est les associations, et soit les levées de fonds dans les associations, soit l'identité des associations, parce que c'est un secteur qui marche encore pas mal, même s'il y a moins de subventions qu'il y a quelques années. La deuxième chose que vous pourriez faire aussi, c'est essayer de voir, moi j'ai des graphistes avec lesquels je travaille, c'est si vous n'avez pas envie d'utiliser cette créativité vous-même pour faire quelque chose de commercial et vendre ou créer une galerie ou faire ce type de choses, ça c'est une deuxième possibilité. Mais effectivement, en regardant et en discutant autour de vous, ça va être probablement la façon la plus
simple de commencer à ouvrir les possibilités et de voir ce qui existe dans votre zone de là où vous habitez, ou ce que vous auriez éventuellement envie de créer parce que ça n'existe pas. D'accord. Ok. Parce que vous avez l'avantage de pouvoir travailler à la fois avec des concepts et avec des gens, ce qui est plutôt rare. Ça vous aide un petit peu ce qu'on vous dit Oui, c'est très bien. Mais Bon. après, c'est à moi de faire moi-même de tracteur, quoi. Bah, voilà déjà effectivement, quelques pistes pour ce matin. Ouais. Merci Ouais, Caroline, merci beaucoup. bonne chance vraiment de tout Merci cœur. beaucoup. On espère que ça va fonctionner Merci. pour vous. Et À bientôt. comment ça s'appelle votre cabinet MC3, c'est ça? Groupe Le cabinet 3C. de Madame... GROUP apostrophe, le chiffre 3 et la lettre C. Groupe 3C. Et si vous voulez, vous trouverez pas mal d'exercices sur mon site, si vous voulez aller... Alors on peut le donner? Exactement, c'est www.group, le chiffre 3, la lettre C.net. Voilà, groupe3c.net, à la fois pour se renseigner sur votre cabinet et puis aussi pour avoir accès à ces petits exercices qui peuvent aussi faciliter cette reconversion. Merci encore Caroline en tout cas de votre appel et puis à bientôt sur RCF. Pour en revenir à des outils plus concrets comme le CV, vous parlez par exemple de ce que vous appelez le CV de repositionnement dans le livre. Qu'est-ce que c'est ? Ce CV de repositionnement, c'est un CV que j'appelle un CV de choix. Pour vous parler de ce CV, je vais peut-être prendre un contre-exemple et je vais vous dire ce que ce CV n'est pas ou ce que les autres CV sont en général. Oui. Les autres CV, quand quelqu'un cherche une position, un job ou cherche une entreprise à reprendre, quoi que ce soit, la façon habituelle de le faire, c'est de prendre un ancien CV qui liste toutes les tâches que vous avez faites jusque-là et les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé et les postes que vous avez eus, avec bien sûr les années. Et puis vous mettez ça à jour, vous enlevez les choses qui sont plus intéressantes parce que trop vieilles, et puis vous mettez un petit peu en forme et vous envoyez ça aux différentes personnes concernées. Ça, pour moi, c'est la pire des choses à faire. Parce que c'est pas la pire des choses à faire quand vous recherchez le même job, mais c'est la pire des choses à faire quand vous ne recherchez pas le même job. Parce que c'est un CV que j'appelle le CV un peu ANPE, Pôle emploi, ce que vous voudrez. Ça liste ce que vous savez faire et on peut le mettre par rapport à une liste à une description de poste sur ce que les gens recherchent. Pour autant, quand vous êtes en reconversion, il y a des tas de choses que vous avez faites que vous n'avez pas envie de faire ou que vous n'avez pas envie de refaire, et c'est de la raison pour laquelle, notamment, vous êtes en reconversion. La deuxième chose, c'est que si vous expliquez que vous avez fait telle chose et que vous voulez en faire une autre, on est en France, on n'est pas dans un monde anglo-saxon, personne ne vous donnera l'occasion d'essayer quelque chose sur votre bonne foi ou sur votre envie. Donc quelque part, il va falloir qu'on joue entre ce que vous avez fait et ce que vous voudriez faire. Et pour ça, je fais faire à mes clients quelque chose. Le CV, c'est pas un document que je leur demande de faire en début de parcours avec moi. C'est quelque chose qui demande minimum 3 à 4 semaines de travail, parce que on travaille d'abord sur les tâches qu'ils ont faites et ce qu'ils ont réussi. On regarde les tâches qu'ils ont aimé faire et ce qu'ils ont aimé réussir. Et en fonction de ça, le CV va être choisi, c'est-à-dire que les choses qu'on n'a pas envie de refaire, on va pas les indiquer. Les choses qu'on a faites et qu'on a envie de refaire, on va les indiquer en montrant comment on les a réussies et dans quel contexte et pourquoi. Et si on a des choses qu'on a fait ailleurs que dans sa vie professionnelle et qui peuvent avoir du sens sur ce qu'on voudrait faire dans le futur, on va le rajouter aussi. Donc le CV, ça va être un CV qui peut mélanger des expériences professionnelles et des expériences personnelles. Et en fonction de ce que vous voudrez faire, à ce moment-là, on va regarder pour l'organiser de la façon la plus logique possible pour que la personne, en lisant votre CV ou en écoutant votre discours, ça soit pour elle absolument évident que vous voulez aller, vous avez les moyens d'aller là où vous voulez aller en fonction de ce que vous avez fait. Parce que vous aurez déjà fait un premier tri et vous aurez validé votre légitimité d'abord vis-à-vis de vous-même et ensuite vis-à-vis de votre réseau. Le CV, pour moi, c'est l'étape ultime du repositionnement. Justement, vous dites aussi, vous déconseillez de trop faire appel à pourtant une stratégie que beaucoup conseillent quand on cherche un emploi, le fait de mobiliser son réseau. Là, vous dites c'est pas forcément un conseil à suivre. Pour quelle raison ? Alors, quand vous faites une reconversion, si vous mobilisez votre réseau à la façon habituelle dont les gens le font, qui en général est pas très bonne, qui consiste à dire, je sors de mon job, je sais pas quoi faire, donc je vais voir mes copains et je leur demande dans quoi ils me verraient ou s'ils auraient pas un job pour moi, ça c'est vraiment le tue l'amour absolu. Parce qu'ils ont déjà une idée préconçue de ce que vous êtes en fait.
Parce qu'ils ont une idée préconçue de ce que vous êtes, donc ils vont vous voir à travers un filtre, qui va être l'environnement dans lequel ils vous ont vu. Et la deuxième chose, c'est que vous allez quelque part leur demander un job ou une idée de job, et si ce sont des amis, vous allez les mettre mal à l'aise, donc en plus vous allez créer une distance dans la relation, alors que cette relation est là pour vous porter, pour vous aider. Si vous faites votre travail en amont, et c'est vrai que c'est pas facile parce que il faut supporter la peur du vide, et il faut accepter de faire ce travail en chambre, soit avec un coach, soit avec mon livre, soit avec vous-même, mais il faut accepter de se regarder d'abord en circuit fermé et de voir face à vous-même ce que vous êtes prêt à faire et ce sur quoi vous vous sentez légitime. Si ensuite vous allez voir votre réseau, une fois que vous avez commencé à faire ce travail de débroussaillage, pour leur demander, écoutez, moi je pense que je suis légitime pour ça, mais je connais pas très bien tel secteur. Est-ce que tu pourrais me donner un avis ou est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur la façon dont tu me vois, étant donné cette analyse que j'ai déjà faite? À ce moment-là, le réseau devient un des réseaux gagnants et vos amis ou les personnes que vous allez vous rencontrer vont pouvoir vous porter de votre ancien job vers votre nouveau job. Donc on peut le faire, mais voilà, de façon intelligente. Il faut le faire en l'ayant sacrément préparé. Vous parlez aussi de ce que vous appelez dans le livre les piliers de vie. Vous dites c'est important de relire son parcours, de mettre les choses à plat pour savoir, c'est un peu la phrase, pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Et donc de déterminer ces piliers de vie, qu'est-ce que c'est ? Les piliers de vie, ce sont les choses qui, notamment en reconversion, vont vous aider à passer ce passage difficile. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez avoir, alors ça va expliquer très facilement, je pense. Oui. Quand vous êtes en reconversion, quelque part, vos conjoints, vos enfants, enfin votre conjoint en général, oui, vos enfants et tout votre entourage, vous voient d'une façon différente. C'est-à-dire que vous étiez une personne donnée dans un environnement donné, et puis tout ça vole en éclats, et vous vous retrouvez face à vous-même. Donc vous êtes dans une position hyper inconfortable, où vous aviez une occupation dans la journée, vous aviez de l'argent qui tombait sur votre compte bancaire, et vous aviez tout un réseau social ou d'amis qui fonctionnait par rapport à une position que vous aviez. Tout ça vole en éclats et vous vous retrouvez tout seul dans votre chambre, dans votre bureau ou chez votre outplaceur et vous savez plus très bien comment prendre les choses. Le premier pilier de vie, c'est de savoir qui vous êtes et ce qui vous nourrit. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire déjà pendant cette période-là pour pas vous sentir complètement déconcentré, pour pas perdre toute estime de vous-même quand vous vous présenterez face à des gens, pour pas que votre conjoint vous voit comme quelqu'un qui tout d'un coup n'a plus aucune valeur, ou n'a plus aucune prestance, ou n'a plus aucune appétence, ou n'a plus aucune vitalité. Et ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez être bien avec vous-même? Donc, ça peut être des choses très bêtes, comme je vais faire des courses, je vais faire mes ongles, je vais faire un massage, je vais aider des gens, je vais me balader. C'est qu'est-ce qui fait que déjà je me sens pas mal. Une fois que vous vous sentez pas mal, vous allez pouvoir regarder quels sont les autres piliers de vie qui sont très importants pour vous et quelles sont vos valeurs à ce moment-là de votre vie. Qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, quelqu'un de 30 ans qui se retrouve en transition professionnelle, ça va être quelqu'un pour lequel la position sociale risque d'être quelque chose de très important, parce qu'il aura des choses à se prouver. Ça va être quelqu'un pour lequel le salaire à la fin du mois va être quelque chose de très important, parce qu'il va être en début de construction d'une vie familiale. Ça va être quelqu'un pour lequel la vie sociale ou la transmission aux autres va être moins importante, parce que c'est quelqu'un qui va être toujours en phase d'apprentissage. Si vous posez la même question des piliers de vie à quelqu'un de 50 ou de 60 ans, j'imagine que souvent, encore une fois, il n'y a pas de jugement, oui. La position sociale va être moins importante parce qu'il se sera prouvé probablement des choses. La notion de transmission à d'autres va être quelque chose de beaucoup plus important. La notion de salaire va être peut-être moins importante versus du temps pour lui ou du temps pour sa famille. Donc l'idée, c'est à partir du moment où vous savez que vous êtes vous-même pas trop inconfortable avec vous-même, en ayant des petits artifices pour faire que cette période soit une période plutôt propice pour vous plutôt que néfaste, vous allez véritablement vous poser des questions sur qui vous êtes à ce moment donné de votre vie et qu'est-ce qui est important pour vous. Et si vous ne respectez pas ces valeurs ou ces piliers de vie à un moment donné, pour votre positionnement futur, vous pouvez être sûr qu'en 3, 6 mois, 1 an ou 2 ans, vous allez à nouveau vous retrouver en position de reconversion parce que quelque part, ce que vous vivrez tous les jours sera en complète opposition avec tout ce à quoi vous aspirez. Donc la question est très importante à se poser avant. Et le problème que font beaucoup de gens en reconversion, l'erreur qu'ils font très souvent,
et ça c'est un biais neuronal, ils se retrouvent systématiquement dans la façon où ils avaient cherché un job la fois d'avant, que ce soit 5 ans avant, 10 ans avant ou 15 ans avant. Et toutes leurs peurs reviennent à ce moment-là, et donc ils remettent en branle tous les process et toutes les choses qui avaient marché à cette époque-là, et se disent il faut que je fasse la même chose. Et c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce que s'ils ont déjà un facteur de succès et les choses qui fonctionnent pour eux, quelque part ça va les rassurer. Pour autant, ils auront 5, 10 ou 15 ans de plus, et ce qu'ils vont rechercher, leur job de demain, n'était pas le job qu'ils cherchaient il y a 10 ans, ou n'était pas le job qu'ils cherchaient il y a 5 ans, ou n'était pas le job qu'ils cherchaient il y a 15 ans. Et donc il faut à la fois oser se rassurer en disant « je sais que j'y arrive, j'y suis déjà arrivé, donc je vais trouver les moyens en moi et je vais trouver une nouvelle position, je vais me créer un job, je vais reprendre une entreprise, tout ce qu'ils veulent. » Et d'un autre côté, il faut accepter de remettre à plat cette méthode, parce que cette méthode, c'était la méthode d'avant, et c'est plus la méthode de qui ils sont aujourd'hui dans le marché tel qu'il est aujourd'hui. Alors, voilà, il y a beaucoup de gens évidemment qui entendent ce que vous dites sur s'écouter, croire en ses rêves, etc. Mais on a aussi des messages de gens qui sont un peu plus inquiets ou un peu plus, en tout cas, concrets, réalistes. On va prendre le terme que vous préférez. Par exemple, Henriette qui nous écoute dans l'Allier, fidèlement, qui nous dit, voilà, avant de pousser les gens dans leur projet, bien faire attention à regarder le marché. Par exemple, pour l'auditrice qui voulait faire assistante dentaire, qu'en sera-t-il de cette profession dans 5 ans? C'est voilà, la crise, c'est aussi quelque chose qui inquiète les gens. On voit qu'il y a une instabilité profonde. Donc, est-ce que aussi c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte, ça? C'est un paramètre qui est très très important à prendre en compte, et si j'en parlais pas, ça serait du suicide. Par contre, la façon dont il faut la prendre en compte, je dirais, c'est après. C'est-à-dire que si vous commencez à regarder la crise et à vous dire « oh là là, ça va pas, ou je vais pas y arriver, ou il y a plus de marché », et c'est vrai, ça arrive plein de fois, quelque part, vous allez regarder ce que vous avez fait, vous allez regarder la crise, et vous allez vous retrouver un peu comme un rat de laboratoire dans un environnement qui va être un environnement fermé et qui va être hyper anxiogène. Si vous écoutez la radio, si vous regardez tout ce qui se passe, c'est de plus en plus anxiogène. Et vous n'aurez que très peu de chances de pouvoir sortir de cette cage de rat de laboratoire pour trouver quelque chose qui vous convienne. Bien sûr, il faut prendre en compte la crise, mais à mon avis, il faut d'abord commencer à rêver, commencer à avoir confiance, et ensuite, et savoir ce que vous voudriez faire dans l'absolu. Ensuite, seulement dans un deuxième temps, vous mettez les paramètres. Parce que si vous avez les paramètres qui viennent comme arbitrage et non pas comme fermeture de l'environnement, à ce moment-là, vous pouvez vous dire voilà ce que je sais que je veux, ou voilà les valeurs qui sont importantes pour moi, voilà les choses que j'aime faire. Qu'est-ce que ça pourrait m'ouvrir comme univers professionnel possible? La crise vous montre que dans tel secteur, ça ne sera pas possible, dans tel autre, ça ne sera pas possible, mais dans tel autre, il y a peut-être quelque chose à faire. Si vous savez que la valeur argent est importante pour vous, ça va être une première valeur d'arbitrage que vous allez utiliser. Si vous savez que la valeur, proximité géographique va être importante pour vous, ça va être une deuxième façon de faire un arbitrage. Et dans tous les cas, ça sera quelque chose qui viendra enlever des critères ou enlever des possibilités sur un univers que vous aurez créé, qui sera le vôtre et que vous aurez ouvert. Oui. Et à ce moment-là, vous pourrez passer d'une situation donnée à une autre. Alors que si vous regardez d'abord ce que vous avez fait, que vous cherchez la même chose et que vous regardez la crise, vous avez très très peu de chances d'y arriver. La deuxième raison aussi, c'est que mis à part cette capacité d'ouvrir un univers de possibles, et ça sera fait en lisant, en écoutant tout ce qui peut se dire, en retournant à l'école éventuellement, parce que je regardais The Economist de la semaine dernière, et le titre de la première page, ça s'appelle Lifelong Learning, How to Survive in the Age of Automation. Qui signifie? Et grosso modo, comment survivre dans l'ère du digital. D'accord. Et comment apprendre toute sa vie. Et il disait grosso modo que jusqu'à 70 ans, on pouvait apprendre, il n'y avait aucun problème. Donc vous pouvez toujours apprendre, vous pouvez vous reconvertir. Et je dirais que le facteur qui va vous permettre de choisir quoi apprendre et quoi vous reconvertir, c'est bien sûr la crise, mais c'est avant tout ce qui vous plaît. Si moi, on m'avait demandé d'être ingénieur, je peux vous garantir que j'aurais jamais trouvé un job parce que je suis mauvaise en maths. Si on avait dit à Gérard Depardieu qu'il devait faire l'X, il aurait créé beaucoup moins d'emplois que ce qu'il a créé pour la France avant son départ pour la Russie. Donc, quelque part, il faut savoir ce
pourquoi vous avez une appétence et ce pourquoi vous êtes bon. Et ensuite, on va chercher les différents éléments. Et la deuxième raison aussi, mis à part le fait que ça ouvre un univers de possibles et que vous pouvez passer d'un endroit à l'autre, c'est que quand vous serez en face d'un employeur ou quand vous devrez convaincre un client ou quand vous devrez convaincre un investisseur, si vous savez que c'est juste pour vous, que vous avez envie d'y aller et que vous avez travaillé pour ça et dans ce but-là, vous allez avoir quelque part une envie qui va être contagieuse. Alors que si vous allez chercher un job en étant déprimé, en vous disant que c'est la dernière solution possible, vous ne donnerez pas envie et vous ne saurez pas convaincre. Oui. Donc c'est à la fois un argument factuel, il faut ouvrir avant de pouvoir arbitrer, et c'est aussi un argument psychologique. Si vous n'y croyez pas et si vous ne donniez pas envie, ça sera d'autant plus difficile. Alors, donc bien sûr la crise est là, mais il faut faire avec. On a quelques courriels qui sont arrivés. Par exemple, Suzanne, voyez, qui nous dit j'ai 77 ans, j'ai osé changer plusieurs fois de travail en suivant mon intuition. Un jour, j'ai lu un livre dont le titre était Va où ton cœur te mène. C'est ce que j'ai fait. D'abord fermière, puis infirmière en CHU, puis en centre de soins rural, puis permanente d'accueil dans des maisons d'accueil. Et elle nous dit chaque fois en cherchant à répondre à un appel intérieur ou à une situation avec laquelle je n'étais plus en accord, toujours avec la douleur de partir en quittant un travail que j'aimais et dans lequel je m'étais totalement investi, mais je ne regrette rien car à chaque fois j'ai approfondi et déployé en moi des possibilités que j'ignorais, constatant aussi que tout ce que j'avais fait avant m'était utile dans ma nouvelle activité. Chaque fois, nous dit-elle, c'était un acte de confiance en Dieu qui m'a toujours conduit et montré la route. Merci de votre émission. Qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Suzanne ? C'est magnifique, c'est le plus bel exemple auquel je pouvais rêver. Et c'est l'explication que oui, quand on y croit, bien sûr, c'est possible. C'est possible, je dis pas que c'est facile, c'est très compliqué. Mais si vous n'y croyez pas, vous fermez toutes les portes et ça devient impossible. Les services que vous rendez justement aux particuliers qui vous consultent chez Groupe 3C, quels sont-ils ? Oh, ça peut être des outplacements complets à partir de quelqu'un qui est en poste ou qui vient de se faire licencier jusqu'à ce qu'il... Des outplacements, ça s'appelle comme ça, c'est un terme extrêmement barbare. Oui. C'est des accompagnements. À partir du moment où la personne est mal dans son poste ou vient de se faire licencier jusqu'à ce qu'elle retrouve une position. Mais ça peut être aussi du coaching on the spot, c'est-à-dire quelques séances ou une ou deux séances pour débloquer des situations de quelqu'un qui aura déjà travaillé d'abord sur lui-même tout seul ou ensuite avec mon livre ou avec des amis ou avec des groupes de travail. Et en fait, souvent, il suffit de débloquer certaines choses pour réouvrir l'univers des possibles. Ça, j'y crois. Vraiment, c'est quelque chose qui marche très bien. Et au standard, Michel qui nous écoute au Creusot et qui voulait nous exposer la situation de sa fille qui a 35 ans. Michel, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une de mes filles donc qui est juriste déjà depuis plusieurs années et qui envisage de changer de situation parce qu'elle y est bien, mais en même temps, elle ne se trouve pas totalement à sa place. Et elle envisage de faire une formation, elle est à Londres, avec un organisme qui s'appelle Escape the City. Je voudrais savoir si votre intervenante connaissait, ce qu'elle en pensait, à la fois de l'organisme et de la démarche. Bonjour, je ne connais pas l'organisme, mais c'est parce que je connais pas ceux qui sont à Londres malheureusement, mais il y a pas mal d'associations ou de formations qui sont en train de se créer un peu partout dans le monde et qui sont pour le changement de vie professionnelle et le fait, et ça s'adresse plutôt à des jeunes, quoique pas seulement, pour leur expliquer comment oser être eux-mêmes et comment oser réinventer et comment oser créer des boîtes et comment oser aller de l'avant. Et c'est un phénomène qui apparaît depuis les années 2008-2009 avec une ampleur absolument sans précédent. Je trouve ça juste magique. Alors il y en a pas mal qui sont dans le domaine du social business, il y en a plein qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat pur, mais ce sont, si c'est ce que j'imagine que c'est, ce sont des choses qui sont très bien rodées et qui font un réel accompagnement en général. Apparemment, c'est un centre de formation continue en Angleterre, Escape the City, c'est ça, Michel ? C'est par des sessions. Là, si elle le fait, elle aura plusieurs week-ends. Oui. Il y a 4 ou 5 week-ends, je crois, en groupe, ils sont une quarantaine, je crois. Oui. Par session. Et c'est pour essayer de découvrir finalement là où je peux me sentir le mieux, quoi.
Exactement. Il y a pas mal de groupes comme ça, et il y en a qui vont plus loin et qui font du mentoring, qui leur apprennent à aller voir des startups, aller voir des différents éléments, des différents acteurs économiques, et de voir quels sont les business models qui marchent aujourd'hui. Donc, quoi qu'elle fasse, de toute façon, la première chose, c'est qu'elle ne démissionne pas, bien sûr. Surtout en Angleterre, c'est compliqué parce qu'elle n'a pas Pôle emploi, elle n'a pas tout un système d'aide derrière. Mais effectivement, qu'elle prenne du temps pour réfléchir sur elle-même, soit sous forme de week-end, soit le soir, soit en allant voir des associations ou d'autres formes de travail, c'est exceptionnel parce que ça nourrit sa façon de fonctionner, et ça pourra même lui expliquer comment éventuellement elle pourrait faire d'autres choses à l'intérieur de l'endroit où elle travaille. C'est toujours des portes à ouvrir, et ça, c'est une démarche extrêmement profitable. Bon, ben voilà, ça participe en tout cas de cet élan collectif qui est en train de se créer, sans doute aussi face à cette situation de crise, de dire puisque les carrières sont devenues vraiment à ce point-là instables, autant en faire une force et autant essayer d'aider les gens à être eux-mêmes modulables. Merci en tout cas Michel de cet appel. Je voulais qu'on accueille également Anne qui nous écoute à Paris, qui a déjà changé de vie, en tout cas d'activité, pas mal de fois. Anne, bonjour. Bonjour, merci à Mireille pour ses conseils précieux. Je l'ai souvent écouté sur Radio Protestante en région parisienne. J'aimerais avoir son avis sur ma situation personnelle qui correspond à l'émission. Je suis à la veille de mes 60 ans. J'ai déjà changé de cap puisque j'ai élevé 4 enfants et j'ai repris des études pour devenir guide conférencière. Mon métier est complètement bousculé justement par la modification du marché du travail, que ce soit des modifications législatives qui sont prêtes à supprimer carrément notre existence en supprimant notre carte professionnelle, ou bien que ce soit les nouveautés avec les visites préenregistrées, etc. Donc, mon statut actuel est l'auto-entrepreneuriat depuis 2009. Je n'ai jamais été inscrite à Pôle emploi et bien sûr, puisque j'ai financé moi-même ma première reprise d'études, j'aimerais savoir comment aboutir maintenant à une autre transformation pour être capable d'assurer ma retraite future. Je suis passionnée par le contact avec le public, tous les publics. C'est un vrai plaisir d'avoir cette gymnastique de l'esprit. Ensuite, je suis complètement ouverte à une dimension humaine et sociale. J'ai fait une formation spéciale pour guider les personnes malvoyantes, par exemple, mais j'ai absolument besoin d'avoir un statut qui me rémunère suffisamment pour aider mon 4e enfant qui n'a pas terminé son parcours d'études. Voilà. D'accord. Alors, je saurais pas, je vous connais hélas pas suffisamment pour pouvoir vous donner une réponse là tout de suite maintenant, ça serait compliqué. J'ai des clients ou des amis qui étaient dans votre situation et qui, notamment j'ai une amie qui avait une boîte de production de films publicitaires, et vous vous doutez bien qu'avec la crise publicitaire, puis elle arrivait aux alentours de 60 ans, elle était plus vue comme étant complètement exactement la personne qu'il fallait pour faire les films d'aujourd'hui, et elle s'est retrouvée effectivement à devoir assurer sa retraite. Et elle, alors je sais pas si c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez, elle est rentrée dans une banque, et elle est depuis 5 ans dans une banque où elle fait des tâches et d'administration et d'accueil pour le public. Donc même si les banques ne recrutent pas aujourd'hui a priori, elle a quand même réussi à faire ça. Et elle a réussi à avoir quand même une certaine dimension de créativité et de contact. Donc tout est possible à partir du moment. La chose qui est le plus compliquée aujourd'hui quand on recherche des gens, c'est que les gens ont peur de s'exposer, ont peur du regard de l'autre, et c'est normal. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait le contact avec le public, utilisez déjà ça comme atout pour pouvoir discuter avec des gens et leur demander ce qu'ils pensent ou s'ils auraient quelque chose pour vous. Parce que c'est ce que j'ai dit de ne pas faire au départ, mais là je dis dans votre cas c'est vrai. Vous avez une capacité de contact qui est ce qui vous permettra de réussir. Vous en avez fait un métier, mais ça peut aussi vous permettre de trouver votre futur job. Discutez avec votre boulanger, discutez avec tous les gens que vous rencontrez.
parce que c'est en France quelque chose qui n'est pas, on n'a pas de formation pour ça, et ça n'est pas super valorisé. C'est ce dont on a le plus besoin dans énormément d'entreprises. Vous pouvez faire du commercial, vous pouvez faire de l'administration, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est une des compétences qui est le plus recherchée aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous en servir et en faire un outil. De transmettre sur des sujets, bien sûr, en privilégiant l'histoire de l'art, etc. Mais vraiment, c'est un vrai bonheur. Dans un futur job, j'ai besoin d'avoir ces deux dimensions. Des sujets qui sont des sujets qui me passionnent, qui sont des sujets vraiment riches, et en même temps, la transmission. Quel que soit l'âge du public, quelle que soit sa qualité, etc. Je travaille avec des enfants dans des écoles, aussi bien qu'avec des personnes dans une maison de retraite pour faire une conférence PowerPoint. Voilà. Bien sûr. Vous voyez. Mais je pense que vous pourriez aller même faire du commercial avec ce que vous avez comme atout. Si vous vendez un produit dont vous êtes fier, ou si vous présentez, c'est pas du commercial avec à l'américaine dans les années 50, je prends mon aspirateur et je passe devant votre porte. C'est réellement pour présenter quelque chose dont vous êtes fier, qui a une valeur ajoutée. Et il y a de plus en plus de produits qui sont faits comme ça. Je pense que vous n'aurez aucun problème à trouver ce type de position, si toutefois vous en avez envie. Voilà, Anne, je vous reprends pas l'antenne parce qu'on va accueillir une dernière auditrice pour qu'on ait le temps aussi d'écouter cette situation. Mais merci en tout cas beaucoup de votre question. Catherine qui nous écoute dans le Grand Aquitaine, c'est vrai qu'on dit comme ça maintenant. Catherine, bonjour, hein, on vous écoute rapidement s'il vous plaît. Oui. Bonjour Catherine. Oui, alors dans le cadre d'un travailleur sans qualification, qui a toujours travaillé en usine, qui a toujours travaillé physiquement, et qui malheureusement a eu un accident de santé qui touche le dos, et donc tous les médecins disent qu'il va falloir penser à une reconversion, en dehors de la médecine du travail et des choses très procédurières, est-ce que vous avez d'autres pistes pour cette personne? Vous avez 1 minute pour répondre, je suis désolé Mireille. Qu'est-ce que faisait cette personne et est-ce qu'elle sait, j'imagine, elle faisait quelque chose avec son corps, est-ce qu'elle sait faire quelque chose avec ses mains? Oui, faisait quelque chose avec ses mains, c'est toujours le corps et les mains puisque c'est toujours été en usine. D'accord, mais c'est quelqu'un qui est manuel et qui a, j'imagine, plein de talent et qui est capable de créer pas mal de choses avec ses mains, non? Pas forcément. C'est plutôt quelqu'un de suiveur, plutôt que quelqu'un de. Je voulais pas forcément dire inventer, je voulais dire utiliser. Excusez-moi, la main comme outil. Façonner. Excusez-moi, c'est moi qui manquais de précision. Oui, sauf que cette personne a un problème à la main aussi. Donc c'est un peu plus compliqué, il y a un double problème. Et il y a un triple problème, c'est que l'émission se termine en plus. Alors je sais pas ce qu'on peut conseiller très rapidement à Catherine, Mireille Garola. Cette personne va être suivie et accompagnée par les médecins qui vont pouvoir lui donner des idées de reconversion, j'imagine, en disant tel métier n'est plus possible ou avec tel aménagement de votre poste de travail, ça deviendra peut-être à nouveau possible. Si c'est un accident dans une usine, il y a une nécessité de présenter et de proposer d'autres postes a priori. Bon, donc merci. Je pense que les médecins vont pouvoir accompagner. Merci beaucoup à Catherine pour sa question. Désolé qu'on n'ait pas le temps d'en parler plus longuement. Merci à vous Mireille Garola de votre visite. Je rappelle votre livre parce qu'on nous le redemande sur internet. C'est Changer de vie professionnelle paru chez Erol. Et puis votre site, c'est votre cabinet Groupe 3C. Le site c'est www.groupe 3C 3 en chiffres, C en lettres. Aidez-moi. .net. Voilà. Merci de votre présence et à demain 10h pour un nouveau numéro d'À votre service. Merci beaucoup. Au revoir.